Quand on parle de sécurité au travail, on pense tout de suite au casque, aux chaussures de protection. Mais aujourd'hui, on va parler d'une sécurité bien plus essentielle et pourtant totalement invisible, celle qui se passe entre les deux oreilles, la sécurité psychologique. C'est en fait le véritable socle de la performance des équipes qui réussissent. Allez, petite mise en situation, je suis sûr que ça va parler à beaucoup de monde. On est en réunion, une idée commence à germer, ou alors on repère un truc qui cloche, un vrai problème potentiel, et pourtant, on ne dit rien. On choisit de se taire. Pourquoi ? Par peur. Peur de passer pour un idiot, peur de vexer le chef, peur d'être celui qui casse l'ambiance. Eh bien, ce silence, il n'a rien d'anodin. Ce n'est pas juste un petit moment de gêne, c'est un véritable poison, un poison lent qui s'infiltre dans une équipe. C'est même le symptôme le plus évident d'un manque de sécurité psychologique. Et le résultat, il est simple. Une équipe qui ne se sent pas en sécurité, c'est une équipe qui arrête d'innover, qui ne prend plus aucun risque, et pire encore, qui va cacher les problèmes sous le tapis, jusqu'à ce qu'ils finissent par exploser. Alors, d'où est-ce qu'on sait que c'est si crucial ? L'une des preuves les plus frappantes nous vient de chez Google. Ils ont mené pendant des années une étude absolument gigantesque, le projet Aristote, pour percer un mystère. Comment ça se fait que certaines de leurs équipes, toutes composées de gens brillants, pulvérisaient leurs objectifs, alors que d'autres, tout aussi brillantes sur le papier, patinaient complètement ? Et ce qui est fou, c'est d'abord tout ce que les chercheurs n'ont pas trouvé. Ils ont tout passé au crible. Les diplômes, les primes, le fait d'être amis en dehors du bureau, même le temps passé à discuter à la machine à café. Rien. Absolument rien de tout ça n'était un indicateur fiable du succès. Le mystère restait entier. Et puis s'en trouver. Le facteur numéro 1. Le seul et unique point commun à toutes les équipes qui surperforment. La sécurité psychologique. Pour faire simple, c'est cette croyance partagée par tout le monde dans l'équipe qu'on a le droit de prendre un risque, le droit de poser une question, de proposer une idée un peu folle ou de contester une décision, sans avoir peur de se faire humilier ou punir si ça ne plaît pas. Et attention, soyons bien clairs là-dessus. La sécurité psychologique, ce n'est pas le monde des bisounours où on évite les sujets qui fâchent pour être gentil. Pas du tout. Et ce n'est surtout pas un monde sans responsabilité. Au contraire, c'est un environnement où on a le droit à l'erreur pour apprendre, où on peut poser une question bête sans que les autres lèvent les yeux au ciel. C'est la base même d'une culture de confiance. Cette phrase, elle est terrible, mais elle résume tout. Si la principale préoccupation d'un collaborateur, c'est la réaction de son manager, alors son énergie, il ne la met pas dans la réussite du projet, il la met dans sa propre survie. Et des survivants, ça n'innove pas, ça se cache pour éviter les balles perdues. Bon, d'accord, c'est le facteur clé. Mais alors, comment on fait pour créer cet environnement ? Ça a l'air un peu abstrait comme ça, mais en réalité, ça tient à des choses très concrètes. On va voir ensemble 3 piliers que n'importe quel manager pour commencer à bâtir dès demain. Voilà la feuille de route, en 3 étapes. Primo, l'humilité apprise. Deuxio, la curiosité proactive. Et tertio, le cadre de la faute. Décortiquons ça. Le premier pilier, il est simple. Tout part du leader. L'humilité, c'est quand le manager montre l'exemple. En étant le premier à admettre qu'il a fait une erreur, ou à dire simplement « là-dessus, je ne sais pas, j'ai besoin de vous », il envoie un message ultra puissant. Ici, on a le droit de ne pas être parfait. C'est donner la permission à toute l'équipe d'être humaine. Deuxième pilier, la curiosité. La manière de poser les questions change absolument tout. Si on demande « c'est clair pour tout le monde », on invite les gens à répondre « oui » par politesse. Mais si on demande « ok, imaginons que ça foire, d'après vous, qu'est-ce qui pourrait nous en empêcher ?» Là, on ouvre la porte à la vraie discussion. On va chercher les problèmes avant qu'ils n'arrivent. Et enfin, le troisième pilier, peut-être le plus important, le cadre de la faute. Il faut faire une distinction ultra claire entre une erreur et une faute. Une erreur, c'est quand on teste un truc et que ça ne marche pas. Ça, c'est une source d'apprentissage, ça se célèbre. Une faute, c'est quand on ne respecte pas une règle connue et établie. Et ça se corrige. Si on confond les deux, on tue toute initiative. Pour que tout ça devienne encore plus concret, je vais vous raconter l'histoire de Marc, une histoire qui illustre de manière assez tragique ce qui arrive quand un tout petit signal est ignoré à cause d'un manque de sécurité. Le décor, une usine chimique, un environnement à haut risque. Marc, c'est un opérateur super expérimenté. Il fait sa ronde du matin et son œil est attiré par un détail. Une toute petite fuite, un suintement presque invisible sur une vanne ultra critique. Et voilà ce qui se passe dans sa tête. Le réflexe professionnel, c'est d'alerter. Mais tout de suite, il pense à son chef, réputé pour ses colères noires et son obsession de la productivité. La dernière fois qu'il a signalé un petit souci, il s'est fait savonner. Alors il fait un calcul de risque, pas pour l'usine, mais pour lui. Et il conclut que le silence est la meilleure option. 2. Il n'a fallu que 2 heures pour que le petit suintement se transforme en rupture catastrophique. La vanne a cédé. L'explosion a été énorme. Résultat, arrêt complet de l'usine pendant 3 longues semaines. Par miracle, pas de blessés graves.
Et voici la leçon la plus importante de cette histoire. La cause profonde de cet accident n'est pas technique, elle est managériale. La véritable explosion, celle qui a tout amorcé, elle a eu lieu bien avant, dans le bureau du manager, le jour où ses réactions ont appris à toute son équipe qu'il valait mieux se taire que dire la vérité. Cette histoire fait un peu froid dans le dos, non? La question c'est comment faire pour ne jamais être ce manager? Alors, pour conclure, passons à l'action avec un défi très simple. Un premier pas que chacun peut faire. Mais juste avant, il faut bien imprimer cette chaîne de conséquences. La performance vient de la sécurité. Parce que sans sécurité, il n'y a pas de confiance. Et sans confiance, une équipe ne peut jamais aller vite, jamais atteindre son plein potentiel. Tout est lié. Alors voilà le défi. C'est simple sur le papier, mais ça demande une bonne dose de courage. À la prochaine réunion d'équipe, il s'agit de prendre la parole en premier, de partager une petite erreur récente ou un point sur lequel on est dans le flou, de dire cette phrase mot pour mot. Et le plus dur arrive après, se taire, vraiment se taire et écouter ce qui se passe. Ce qui se passe à ce moment-là est souvent magique. Il faut juste observer. En montrant sa propre vulnérabilité, en enlevant symboliquement cette armure du chef qui sait tout, c'est toute l'énergie de la pièce qui change. On vient de poser la première brique d'un nouveau climat de confiance. On va se quitter là-dessus. On a toujours cru que la performance, c'était la force, la certitude, l'infaillibilité. Mais dans le monde d'aujourd'hui, si complexe, si incertain, et si la vraie clé de la performance, c'était en fait tout l'inverse? Et si la vulnérabilité était le nouveau super-pouvoir pour libérer l'intelligence d'une équipe? Voilà une question qui mérite qu'on y réfléchisse.